Voilà. Super. Donc, merci Stéphanie. Donc, je suis Esther Dormagin, cofondatrice et présidente d'Elio. Donc, Elio, on est une agence conseil en stratégie de durabilité, de décarbonation, d'accompagnement aux différentes transitions. On a donc créé il y a quelques temps, ça fait quand même un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, l'Académie des transitions, dans laquelle on a embarqué multiples partenaires, mais notamment Quintus, avec qui on est vraiment en co-création de l'Académie. Aujourd'hui, dans l'académie, donc l'idée derrière ce projet-là, c'est que on sait qu'on est plus fort ensemble, qu'on veut pouvoir collaborer entre différents experts et qu'on a matière, avec nos expertises complémentaires, à faciliter et accélérer les transitions des personnes qui veulent transformer leurs organisations. Donc et les organisations, bien évidemment, peu importe quel statut elles ont où qu'elles se situent. Mais l'idée, c'est de se dire, on va réutiliser, je dirais, on va utiliser nos compétences, qui sont nos compétences d'accompagnement, pour pouvoir, et le collectif, donc le collectif qui est celui de l'académie. Donc, utilisons un collectif comme ça pour pouvoir intégrer des compétences complémentaires là où il y en a besoin. Mais notre première compétence, c'est d'accompagner les acteurs de changement qui veulent transformer leurs organisations et les accompagner dans différentes transitions possibles. Donc, on a travaillé voilà, pour pouvoir avoir un bassin d'experts complémentaires extrêmement riche, dont David fait partie, avec les ateliers pour la biodiversité, dont on a ici pour l'instant, bah, voilà, on est Quintus et Lio, et puis les ateliers pour la biodiversité pour l'instant Et comme CCA. partenaire, et Annie Gauvin qui est là et va pouvoir contribuer à la discussion aussi, mais Annie, qui est aussi une des partenaires avec Gestion à Inima sur la partie plutôt gouvernance. Je résume, Annie. Et puis, tu disais qui, Stéphanie? CCA, Oui, qui est ah bah avec Olivier. Olivier, avec Olivier, Oui, CCA, bah oui, qui l'a dit en intro, qui est le oui. coaching, Climate Coaching Alliance, sur lequel c'est tout un réseau de coachs aussi qui viennent et qui sont souvent représentés, qui sont polymorphes et voilà. Donc, ce qu'on fait, donc l'Académie des transitions, son idée, c'est vraiment un double volet. C'est le collectif qui est au service de l'accélération et de la facilitation des transitions. Donc, on a aussi inventé une forme d'accompagnement, comme je vous disais, qui ressemble un peu à un accompagnement, un coach sportif. C'est-à-dire que chaque organisation qui va rentrer dans l'académie va avoir son accompagnateur attitré, son accompagnateur expert, qui va être parfois quelqu'un qui connaît, parce que parfois, parfois vous arrivez parce que c'est déjà votre coach ou votre consultant qui vous amène dans l'académie. Donc, auquel cas, ce coach expert-là est déjà identifié. Parfois, il ne l'est pas du tout parce que vous êtes nouveau dans l'académie. Donc là, on va faire un travail d'appairage qui va être le plus pertinent pour vous. Mais une fois que vous avez un coach expert, ce coach expert va vous accompagne comme un consultant pendant une démarche qui dure sur les mois, la durée qui vous convient. Mais c'est cette personne-là qui va avec vous vous bâtir un programme qui est ultra personnalisé. Puis j'insiste là-dessus parce que on n'est pas dans une cohorte dans laquelle on crée un comité, un groupe, et puis il y a plusieurs organisations qui se rencontrent et qui se rencontrent, mettons, tous les mois. On est vraiment sur des accompagnements qui sont ultra personnalisés. Et c'est votre partenaire là qui va finalement intégrer les expériences complémentaires au meilleur moment. Donc, on n'est pas en train de vous imposer un programme, on le bâtit avec vous. Donc ça, c'est vraiment essentiel sur le cœur de ce qu'on veut faire avec le mode, en fait, la philosophie de l'académie. Pourquoi ça? Parce que des cohortes, des choses comme ça existe déjà ailleurs. Donc, on veut éventuellement intégrer, mettons que peut très bien avoir un participant de l'académie pour lequel d'intégrer une cohorte organisée par quelqu'un, c'est pertinent, ou quelqu'un, on va l'intégrer dans le programme, mais on ne veut pas le faire à la place. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est ce fil conducteur-là. C'est ce coaching intégrateur qui manque complètement dans le marché et qu'on veut créer avec ce projet-là. Stéphanie, est-ce que j'oublie? Oui, bah, il y a la campagne de sociofinancement. Peut-être je te laisse la parole pour Oui. en parler. Ben justement, tu sais, la campagne de sociofinancement, c'est ce qui permet d'activer concrètement l'académie, donc de pouvoir opérer lorsque la campagne aura réussi les premiers services, les premiers parcours d'accompagnement, comme Esther l'a bien expliqué. Puis dans le fond, la campagne de sociofinancement permet diverses autres offres, donc des plus petits ateliers qui permettent quand même de goûter à la méthode de l'académie, donc souvent en pair avec deux experts mais toujours aussi en mode personnalisé selon votre besoin objectif.
Donc, c'est des ateliers qui ne font pas nécessairement partie de l'offre de services de l'académie, mais dans le cadre de la campagne, sont possibles. Et enfin, il y a aussi différents partenaires. La plupart des partenaires, en fait, qui offrent des ateliers que vous allez pouvoir découvrir justement là, sur la plateforme. C'est des ateliers participatifs d'une durée d'environ de 2 heures pour vraiment pouvoir à la fois comprendre leur domaine et pouvoir vraiment mettre en pratique déjà euh, les concepts qui sont mis en place. Puis justement, à titre d'exemple, ce qu'on va voir avec David aujourd'hui, ben, serait, si je pourrais dire, un peu une potentielle mise en bouche en lien avec un atelier qui est offert dans le cadre de la campagne de sociofinancement. Et puis, Voilà. ben, dernière chose, peut-être que je pourrais dire, ça se termine le 11 février. Donc, tu sais, d'ici la fin, tout, tout soutien, si ce n'est que d'aller voir la page, découvrir les offres, mais après ça aussi de nous suivre sur les réseaux, de partager. Assurément, ben, ça sera bénéfique pour nous, pour le rayonnement de l'Académie. Et puis, il y a, voilà, exactement. Donc, ça peut être l'occasion aussi, là, pour les différentes personnes. Si vous disiez, tiens, j'aimerais bien, ça fait longtemps que je réfléchis à organiser un atelier avec mon équipe sur tel sujet, bah, c'est l'occasion, là, achetez-le par la campagne. Comme ça, vous rentrez, vous devenez membre de l'académie, puis après, après, vous embarquez dans l'ensemble des services, des possibilités de l'académie. Donc, c'est l'occasion parfois de se dire, ah, bah, tiens, ça faisait longtemps que j'avais envie de creuser un peu. Hop, j'achète une contrepartie. Puis il y a des contreparties très vides encore, c'est-à-dire un coup de pouce expert sur lequel ben, on le définit une fois que vous l'avez acheté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, vous n'êtes pas obligé de dire bah, c'est avec tel expert que je veux intervenir, que je veux parler. Mais une fois que vous l'aurez acheté, ben, là, on va le définir ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très flexibles. Et si vous avez un doute, écrivez-nous. Voilà. J'avance pour qu'on puisse parler de biodiversité. Ben, David Roy, qui vraiment qui porte ce sujet-là à temps plein et depuis longtemps et qui est toujours présent sur sur toutes les tribunes en fait pour parler de ces sujets-là et aussi beaucoup impliqué dans le travail de fond sur les certifications, sur les études, etc. Donc c'est un peu ces sujets-là qu'on voudrait qui touchent aujourd'hui. Puis ensuite, dès comment ça s'applique concrètement à une entreprise ou une organisation. David, ben, il se passe beaucoup de choses depuis quelques années. Évidemment, depuis toujours sur la biodiversité, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça se structure quand même ces derniers temps. Il y a eu l'annonce de 2 certifications. Il y a le rapport sur l'intégration des sujets de la biodiversité dans le monde de la finance. Donc, on sent, il y a eu les accords. Évidemment, il y a eu la conférence de Montréal, Kunming et Montréal, à Montréal, il y a 2, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la biodiversité, puis de l'intégration de ces sujets-là dans les entreprises. Ce qu'on voit en parallèle, puis nous, on est en première ligne avec les organisations. On voit aussi que les organisations ont déjà, on est en train de les mobiliser sur le climat, puis là, tout dans les changements climatiques, puis tout d'un coup, on leur dit, il faut aussi se mobiliser sur la biodiversité. Donc, le grand travail de fond, c'est surtout de travailler le tout en même temps. Bien évidemment, quand on fait de la stratégie, nous, on a la chance de faire pas mal d'accompagnement stratégique. Donc, en général, on regarde tous ces sujets-là en même temps, justement, pour éviter qu'ils soient traités de façon séparée. Et puis, j'ai vu, et puis je te livre tout ça au début, là, pour que tu puisses réagir, mais j'ai eu la chance aussi d'aller à la COP 30 à Belém le mois dernier. Et puis, le sujet de la biodiversité, notamment parce qu'on est au Brésil, donc dans un pays dans lequel la biodiversité est en même temps très critique, très en danger en fait, parce qu'il y a beaucoup de déforestation, beaucoup d'attaques à la biodiversité, mais aussi dans lequel on est sur une biodiversité on le sait fait partie de la solution, qui est indispensable à régénérer, à préserver, à régénérer, parce qu'elle fait partie de la transition, parce qu'elle est une solution dans justement la lutte au changement climatique et autres. Évidemment, le sujet de la biodiversité a été extrêmement présent au Brésil et toujours avec cette espèce ce dilemme extrêmement pénible en fait et puis qui contraint l'action, c'est que ben, en même temps, tu as Lula qui autorise l'extraction pétrolière la semaine précédant le début de la COP et puis en même temps le Kiki est à l'initiative de la création du Fonds pour la forêt éternelle pour qu'on puisse financer les initiatives de préservation de la biodiversité. Donc il y a toujours
ces espèces de contradictions permanentes. On voit bien aussi que ces pays, les pays du Sud global, et pas que, mais eux en particulier, voient quand même l'extraction des ressources et l'exploitation des ressources naturelles comme étant un moteur de développement social, et en même temps qui dit bah, il faut et une obligation, une nécessité mondiale, et même eux-mêmes aussi ont cette posture-là de dire il faut préserver et régénérer la biodiversité. Donc est-ce que, voilà, moi vraiment les observations que je fais en très grand résumé. Est-ce que tu veux rebondir sur une première partie, sur un premier sujet? Je te laisse choisir par quoi tu veux commencer. Oui, Et de ben, je présenter vais les ateliers pour la biodiversité aussi, bien évidemment. Ouais, ben, je vois que dans la salle, il y a des gens qui connaissent déjà nos travaux, là, fait que je penserais pas à nous self-promote. On a aussi un petit groupe aujourd'hui, fait que n'hésitez pas aussi à poser des questions, là. C'est un peu l'intention d'ailleurs, là. C'est l'intention même de l'Académie des transitions, justement, là, d'être un peu plus personnalisé et accessible aux experts, là. J'aime pas utiliser le mot expert pour me décrire, mais n'hésitez pas, justement, là, pour poser des questions et aller plus loin, parce que je vais couvrir des sujets, tu sais, qui ont déjà été discutés, par exemple, et ainsi de suite. Évidemment, là, vous avez la chance de pouvoir interagir, fait que n'hésitez pas. Puis peut-être juste pour rebondir, premièrement, Esther, là, sur l'aspect justement des synergies, en fait. Je pense que c'est super important justement de dire bon, on doit travailler sur tous les sujets en même temps d'une certaine façon. Puis c'est pour ça qu'on est dans l'académie d'ailleurs, là, de notre côté, de dire ben, OK, comment est-ce qu'on intègre la biodiversité au climat, et ainsi de suite, parce que ben, et à la circularité, par exemple, donc des sujets justement de transition, là, que c'est important pour les entreprises, parce que pour nos PME, on le sait beaucoup, là, si on commence à vouloir séparer trop les sujets, ça fait beaucoup trop à gérer là, dans un contexte politique et économique comme aujourd'hui. Fait que, tu sais, nous, c'est toujours un peu cette optique-là de dire, ben oui, on doit vraiment, tu sais, traiter, nous, on s'en occupe, là, traiter la biodiversité comme un sujet qui demande une expertise puis qui demande de vraiment pousser le sujet, mais en même temps, là, le plus possible de pousser les synergies entre les sujets parce que sinon, on n'y arrivera pas, là. On ne peut pas ajouter à nos menus d'une certaine façon, là, encore plus de choix parce que les entreprises n'ont pas nécessairement tous la capacité, là, de réagir. Puis peut-être juste faire la parenthèse sur ce que tu disais là, du momentum. Il y a eu la COP15, justement, il y a eu le plan nature, il y a eu la stratégie canadienne pour la nature. Fait que dans les dernières années, on a malheureusement, malgré l'urgence, été beaucoup en mode comprendre, mettre en œuvre des méthodologies, et ainsi de suite. Là, je pense que même cette année, ça a été une année justement de dire, OK, mais comment est-ce qu'on se prend justement pour avancer? Par contre, honnêtement, 2026 devrait être une année beaucoup plus prometteur en termes de mise en œuvre, justement, là, parce que tu l'as dit, il y a les normes ISO, il y a l'ISSB qui va s'intéresser de plus en plus à la biodiversité. Il y a des projets par le plan nature là, avec le CPEC ou le FAQD2, qui, par exemple, là, selon la Gazette, il devrait y avoir quelque chose bientôt. Mais il va y avoir évidemment de plus en plus de manières justement d'intégrer là, la biodiversité dans les décisions. Puis je pense qu'on est vraiment rendu à ce mode-là mise en œuvre. Et ça va être important justement là, de redoubler d'efforts justement maintenant qu'on a de plus en plus de moyens et de compréhension. Ça reste un sujet complexe, évidemment, ça reste un sujet qui reste à vulgariser, mais on est vraiment là, on est vraiment en 2026, l'année où on doit dire, ben, il nous reste 4 ans, grosso modo, pour mettre en œuvre le plan nature, la stratégie canadienne, puis le cadre mondial. On va être en contexte, comme tu disais, bon, on est en COP 30, mais on s'en va en COP 17, donc la COP biodiversité, une COP où justement on va être en mode, OK, mais est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on va respecter nos engagements? Euh, donc, on est vraiment dans ce contexte-là de dire, OK, oui, on a fait des plans, maintenant, il faut vraiment s'assurer qu'on les met en œuvre. Et je pense que un peu là, ce momentum-là existe, tu sais, au niveau politique, mais aussi au niveau là, des entreprises, des institutions, des organisations. Fait qu'on est vraiment dans ce segue-là, justement, où on dit, OK, ben, on en a beaucoup parlé, on a fait des plans, maintenant, on doit s'asseoir puis vraiment mettre en œuvre là, tout ce qui se déroule. Au niveau de la COP 17, rapidement, juste parce que ça s'en vient vite, c'est sûr, comme dire, les deux gros sujets. Ben, je veux dire, les trois gros sujets. Le premier, c'est la mise en œuvre. On va être en mi-parcours, donc on va vouloir voir si on est en voie de répondre aux objectifs de 2030. Je vous mentirai pas, c'est pas prometteur. Il y a quand même des pas qui sont faits, mais c'est un gros cadre quand même, le cadre mondial. Il y a des pays qui n'ont pas encore soumis. Il y a des pays qui ont soumis, mais ça ne veut pas sans dire que l'action est mise en œuvre là, concrètement sur le terrain. Avec, c'est vraiment le premier gros bloc. Et le deuxième est très relié au premier, c'est le financement. Un peu comme à la COP Climat, ben, il y a toujours les enjeux de comment financer ces grosses machines-là, comme le cadre mondial, des enjeux surtout importants là, dans les pays du Sud, justement, où
on demande de mettre en œuvre des cadres mondiales, mais finalement, on n'a pas d'argent pour rien faire. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là. D'ailleurs, plusieurs pays qui n'ont pas mis de cadre, qui n'ont pas mis encore de stratégie en œuvre, on dit, ben nous, on ne mettra pas de stratégie tant qu'on n'a pas d'argent pour le faire, parce que c'est contre-intuitif d'une certaine façon. C'est le deuxième gros sujet. Puis le troisième, c'est l'intégration des peuples autochtones. Pour ceux qui ont suivi la COP16, il y a eu une décision historique d'avoir un groupe consultatif, un organe subsidiaire qui représente les Premières Nations. Là, c'est une première dans ce contexte de COP-là. Par contre, on est encore en mode comprendre qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement, comment ça va fonctionner. Il y a encore là, des agreements sur quel est le rôle exact de cet organe-là. Mais ça va être vraiment les trois gros sujets. Le reste des sujets risque d'être beaucoup plus proche là, de la mise en œuvre d'une certaine façon. Il y a des textes sur la foresterie, des textes sur l'agriculture et ainsi de suite. Évidemment, des textes sur les entreprises. Donc, il y a plusieurs trucs là, de dire comment est-ce qu'on met en œuvre les différents types. Mais vraiment, la mise en œuvre, le financement et le rôle des Premières Nations risquent d'être quand même les grands éléments là, de la COP17, en fait, de l'année prochaine. Je peux peut-être brûler Esther. Non, je me demandais si tu pensais, enfin, s'il y avait autant de contradictions dans les COP biodiversité, justement, de difficultés à concilier les intérêts, parce qu'on pourrait s'imaginer que préserver la biodiversité, justement, faire développer ces plans-là, se mettre des cibles et mettre en place les actions, serait dans l'intérêt de chacun des pays et pas juste dans l'intérêt collectif, finalement. Donc ça, ce sont des sujets qui, finalement, ne devraient pas être questionnés, même au niveau de chacun des pays. Ce qui était un peu plus difficile au niveau du climat, parce que là, on est sur des actions mondiales. Mais est-ce que tu as l'impression ça se concilie un peu plus facilement sur la biodiversité, où il y a les mêmes confrontations, justement, d'exploitation ou de pays qui sont très réticents, hormis, parce que oui, il y a l'aspect financement, mais est-ce qu'il y a l'aspect idéologique aussi qu'on retrouve dans cette COP-là? Je pense qu'en théorie, tout le monde est pour la protection de la nature. Là, c'est pas, c'est pas, il y a personne qui se lève en disant, moi, je déteste la biodiversité, je vais pas mettre en œuvre le cadre mondial. Voilà. Par contre, on reste dans des concepts quand même d'économie globale. Là, si on prend juste par exemple, si je retourne à la COP 15, je vais prendre un exemple très local. C'est pour ça que le Canada était contre la cible qui parlait de l'alimentation moins protéinée. Donc, on peut prendre pourquoi. Le Canada a beaucoup d'agro. Donc, va justement dire, avec le Brésil d'ailleurs, qui va dire, ben nous, on n'est pas d'accord que dans le cadre mondial, on parle de l'alimentation parce que ça demande des changements transformateurs au niveau de nos systèmes alimentaires, puis aussi de notre commerce. On voit la même situation au Québec avec la forêt, par exemple. Je ne parlerai pas en détail de la forêt aujourd'hui, mais reste que la gestion de la biodiversité, c'est de la gestion territoriale. Puis aujourd'hui, on n'a pas de pays qui ont des territoires là, pas du tout utilisés. Puis s'ils en ont, ben ils ont tous les mêmes pressions de l'utiliser. On le voit, tu en as parlé tantôt au niveau du Brésil. Là. On le voit, par exemple, il y a un intérêt pour certains groupes de pénétrer la forêt de l'Amazonie pour l'agriculture, pour le minier, pour plein de raisons. Fait qu'on est vraiment dans ces contextes-là où la biodiversité, c'est la gestion de notre territoire, c'est notre façon de voir où on habite. Donc, c'est plein de contradictions parce que parler de protéger 30% du territoire et de souveraineté alimentaire en même temps, c'est deux enjeux qui sont, par exemple, contraires parce que justement, on parle de, OK, ben, il faut plus de place pour la nature, mais il faut plus de place pour la nourriture. Puis là, évidemment, si on en parle dans l'utilisation durable de la forêt, donc c'est vraiment un cadre qui couvre très large. Donc, c'est plus difficile d'une certaine façon parce qu'il y a vraiment beaucoup de cibles qui couvrent beaucoup d'industries. Par contre, c'est plus positif parce que c'est quand même un petit peu moins politique, la biodiversité, que le climat d'une certaine façon. Fait qu'on avance plus positivement. Il y a un momentum plus jeune aussi d'une certaine façon. La crise est aussi vieille que la crise climatique, mais vu que la COP 15 est très jeune, il y a encore cette impression-là que ben, ça va bien parce qu'on a eu la COP 15 et on a encore des chances d'aller de l'avant. Au climat, ben, vous l'avez remarqué avec la dernière COP, mais on est un peu plus en mode, ah, mais ça va pas bien, ça fait longtemps qu'on en parle, ça drag. Fait que oui, tu sais, biodiversité, je pense qu'on est dans un beau momentum. Puis, tu sais, dans la salle d'aujourd'hui, je suis plus réaliste, là, parce qu'on a des gens, tu sais, super intéressés avec le sujet. Mais tu sais, grosso modo, avec la biodiversité, on a encore la chance d'approcher des gens et de leur dire ben, que ça avance, que ça va bien, qu'au Québec, on met en œuvre des trucs. Après ça, si on regarde vraiment dans la machine, il y a encore des enjeux, mais reste que, tu sais, on a encore une impression d'avancer, tandis qu'avec le climat, il y a quand même une fatigue. Là, on peut pas se cacher au niveau de pas mal tous les acteurs d'une certaine façon, là, même au niveau politique, on entend ce mot-là un peu de fatigue et de devoir changer de sujet. Fait que je pense que la biodiversité a un momentum. Par contre, faut pas le prendre pour acquis parce que justement, c'est des gros enjeux quand même, là, complexes aussi.
est-ce qu'il y a des pays ou des régions qui s'affichent vraiment comme des leaders sur le sujet, qui ont mis en place des choses remarquables et qui inspirent les autres et qui sont motrices, là, je dirais, dans la réflexion? Est-ce que tu as des bons exemples de ça? Ben, je vais quand même parler du Québec juste parce qu'on ben, le Québec n'est pas un pays, évidemment, mais du Québec et du Canada parce qu'ayant eu la COP 15, on a quand même rapidement voulu mettre en œuvre nos plans. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même un truc de leadership important. Là, on a voulu dire, ben, c'est important de le faire. Après ça, si on parlerait de mise en œuvre, on pourrait en parler longtemps, mais on a quand même envoyé le signal là, qu'il y avait une importance. Considérer que le Québec, par exemple, n'a pas là, du tout à mettre de l'avant un plan. Là. Il est pas signataire de la Convention, là, il n'est pas un pays. Donc, il est accroché à la Convention, mais il n'est pas obligé de le faire. Fait que c'est quand même un leadership intéressant de l'avoir fait. C'est sûr que ça vient beaucoup du fait que la COP 15 était à Montréal, donc on a beaucoup suivi ce momentum-là et le secrétariat de la Convention aussi est à Montréal. Fait qu'au niveau du Canada, du Québec, c'est super intéressant qu'on a fait ça. On a aussi donné là, au Fonds global pour la biodiversité des montants qui sont très petits considérant le besoin réel. Encore une fois, c'est une certaine preuve de leadership. Maintenant, ce qu'on veut, évidemment, c'est s'assurer que le Canada et le Québec donnent davantage et mettre en œuvre les plans qui ont été mis. Après ça, je dirais quand même au niveau des pays de l'Amérique latine, il y a quand même un leadership parce que eux, ils ont toujours eu l'enjeu de la biodiversité avant l'enjeu du climat. En fait, c'est des pays qui, par définition, l'enjeu de la biodiversité est plus discuté parce qu'ils ont des gros bassins de forêts, des trucs comme ça. Fait que, il y a beaucoup d'initiatives quand même qui partent du Brésil, par exemple. Tu sais, au niveau du Brésil, ils ont déjà ben, en fait, il y a l'Europe, évidemment, au niveau, par exemple, de certaines normes, mais au niveau du Brésil, il y a, par exemple, de plus en plus d'obligations pour les entreprises de divulguer leurs impacts sur la biodiversité, chose qu'on est très fragile au Québec de faire et au Canada. Donc, ça, on avance beaucoup plus vite dans ces pays-là où que la biodiversité a toujours été un enjeu parce qu'il y a justement toujours eu cette discussion-là de protection des forêts, protection de nos espèces, puis aussi une proximité, puis des fois aussi une présence autochtone importante qui paraît aussi. D'ailleurs, même au Canada, on le ressent là, que nos forêts les mieux protégées souvent là, sont associées avec des territoires protégés autochtones. Fait que quelques pays quand même qui avancent de plus, tu sais, comme je vous dis, mais c'est encore très embryonnaire parce que justement, là, c'est des gros enjeux. Puis c'est ça, c'est un peu comme tu disais tantôt au niveau de, on peut avancer à un endroit et reculer à un autre. C'est toujours ça un petit peu aussi la balance là, entre les pays. Il faut pas se cacher aussi quand on parlait de synergie tantôt, ben, il y a des décisions climatiques qui justement ont des gros effets sur la biodiversité. Fait que si on considère pas les deux ensemble, ben, on peut considérer que certains pays avancent, mais au contraire, là, par d'autres décisions, on fait recul parce que les changements climatiques impactent directement la biodiversité. J'ai entendu beaucoup parler de ça, justement, du fait que les populations autochtones, les forêts les mieux gérées, ou en tout cas les espaces naturels les mieux gérés, sont ceux qui le sont avec celles qui sont gérées par les populations autochtones. Donc ça, je pense que c'est une espèce de connaissance qui est en train de se répandre un peu partout. Et effectivement, la collaboration, j'ai beaucoup entendu parler de collaboration entre les gouvernements, les bailleurs de fonds internationaux, puis les territoires aussi à l'intérieur. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est et les populations autochtones et les acteurs locaux et les entreprises aussi. Donc il y avait vraiment cette notion de collaboration qui était enfin, tu vois, qui était transversale avec différents acteurs. Puis je pense que pour la biodiversité, c'est exactement la même chose, bien évidemment, qui est nécessaire d'atteindre en fait. Oui, Donc exact. Je pense que, tu sais, si vas-y, ça te vas-y. va, je vais rebondir sur sur deux rapports, en fait. Tu en as parlé au début, là, justement, on a un rapport qui a été publié il n'y a pas longtemps qui s'appelle Vers une économie québécoise en harmonie avec la nature, qui est plus large, là, qui est plus économie large. Puis on a aussi le rapport, là, intégration de la biodiversité dans les pratiques financières au Québec, en fait. Deux rapports qui sont complémentaires. En fait, un qui est beaucoup plus spécifique à justement l'intégration dans les décisions financières, qui a été fait par Finance Montréal, le CRAB, accompagné de nous et Credo. Puis le rapport là, vers une économie québécoise en harmonie avec la nature qui est plus large, justement, ça a été un peu dans cette optique-là que tu viens de discuter de collaboration et de s'assurer qu'on ait tous un peu la même lecture et la même direction, parce que je pense que c'est un des gros enjeux qu'on a quand même au Québec, là, le dialogue social, des fois, se perd par moment. On dirait qu'on est tous contre tous, au lieu d'être tous ensemble d'une certaine façon. Fait que c'est avec le rapport vers une économie québécoise en harmonie avec la nature, d'ailleurs, où certains gens dans la salle étaient présents, ou du moins l'organisation était présente, ben justement, c'était un peu de dire, ben, c'est quoi les solutions
qu'on peut mettre de l'avant, qu'on sait qu'on doit mettre de l'avant pour justement tous avancer ensemble. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions, tout le monde est d'accord. On s'entend que le droit de la nature, par exemple, c'est une solution qui est prometteuse au niveau gouvernance. Ce sera peut-être pas une solution que les entreprises vont mettre de l'avant en premier, là. Par contre, c'est important de voir c'est quoi toutes justement les actions qui peuvent être mises pour amener justement l'économie québécoise à être plus résiliente d'une certaine façon, mais aussi le plus en harmonie avec la nature, donc où on intègre plus la biodiversité dans nos décisions. Tu sais, ce rapport-là, justement, faisait état de dire, ben, tu sais, pour y arriver à cette vision-là, on avait mis 2035, là, mais tu sais, pour arriver à cette vision-là, ben, c'est sûr qu'il faut collaborer. C'est sûr qu'il faut aussi surtout collaborer entre secteurs, parce que, comme on disait tantôt, si entre agroforesterie, conservation, entreprise et finances, on se parle pas, ben, on va avoir différents, là, oui, absolument, j'ai tout préparé mes liens avant. Euh, Puis d'ailleurs, j'invite là, Esther et Stéphanie, s'ils veulent mettre le lien vers la campagne de sociaux, de le faire aussi, si vous voulez. Je vais mettre les Tout à fait. deux. Ah, en fait, j'ai pas mis les bons liens. J'ai mis les liens pour la COP et la COP, mais Tu je vais pourras, mettre les liens tu aussi. pourras le faire, tu pourras le faire après aussi, là, David. Hein, t'es pas obligé, il n'y a pas Oui, y a oui, pas c'est ça, il n'y a d'urgence. pas d'enjeu, mais comme ça, les gens Oui, auront les liens, puis on pourrait même les envoyer par la suite. tout à fait. Fait que c'est ça, tu sais, la collaboration, c'est super important, puis tu sais, l'urgence d'agir. Puis tu sais, un gros truc qui ressort beaucoup de ces rapports-là, ben, je vais surtout parler du premier, mais c'est la cohérence, en fait, puis on en a parlé un peu tantôt avec même les entreprises, mais c'est de dire, est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre des politiques et des actions qui sont cohérentes les unes avec les autres? Tu sais, nous, on observe beaucoup, par exemple, au niveau du plan Nature du Québec, que c'est un plan porté par le ministère de l'Environnement. Donc, il reste encore quand même là, à ce que ces plans-là contaminent, par exemple, le MAPAC ou le ministère de l'Économie et de l'Innovation, parce que la meilleure façon d'intégrer la biodiversité dans les décisions, c'est si au niveau aussi là, de nos décisions politiques et de nos structures politiques, on l'intègre. C'est la même chose tu sais, dans une entreprise. Si la biodiversité devient un sujet important pour l'équipe de développement durable, c'est une super bonne première étape. Par contre, après ça, bien évidemment, il faut contaminer au niveau de la stratégie et tout. Puis même chose, il y a des grands groupes, par exemple, qui ont des stratégies maintenant climat et des stratégies biodiversité. Puis des fois, on remarque dans les deux stratégies qu'il manque un peu de cohérence, que mettre les deux en œuvre ne sont pas nécessairement possibles. Fait que vraiment, cette cohérence-là, à tous les échelles, est super importante là, parce que un des trucs qu'on parle beaucoup au niveau entreprise, c'est que présentement, il y a plus de subventions négatives qui détruisent la biodiversité que des subventions positives, par exemple. Fait que même si on augmente le niveau de subvention pour des projets pour la biodiversité, si en contrepartie, on regarde pas aussi qu'est-ce qui est négatif, bon, on va un peu pelleter des nuages parce qu'on va donner plus d'argent à la destruction qu'à la restauration. Fait que ça, c'est tout un truc qui sont sortis. Fait que cette cohérence-là, cette collaboration-là, évidemment, c'est le capacity building aussi aujourd'hui. C'est pas une formation, on parlera pas nécessairement de ce qu'on parle dans nos ateliers, mais d'être capable de le faire aussi. Pour aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'acteurs qui, quand on parle de biodiversité, ils comprennent l'importance, mais après ça, concrètement, quoi faire, comment le faire, à quel niveau, c'est encore super difficile. Fait que cette capacity building-là, justement, de dire, OK, mais comment est-ce qu'on accompagne les acteurs, ça va être un rôle, justement, des gens comme des gens dans l'académie, mais il faut vraiment, tu sais, accélérer cette capacity building-là, maintenant qu'il y a des cadres en place et tout, parce que sinon, il n'y arrivera pas. Puis ça, c'était dans les deux rapports, là, donc dans le rapport pour l'économie, puis dans le rapport du secteur financier. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas agir de la bonne façon de toute façon. Fait que la volonté est nécessaire, oui, mais si la volonté n'est pas accompagnée là, de façon de faire claire, ben, on n'y arrivera pas du tout de toute façon. Donc là, ce que tu dis finalement, c'est qu'on a les cadres sont en place, les engagements au niveau global sont en place. On a des outils, mais maintenant, c'est le moment de faire percoler tout ça. Donc en fait, le gouvernement déjà a sa job à faire en termes de justement de déploiement de ces sujets-là au niveau des différents ministères, même au niveau des territoires, etc. Donc il y a cette espèce de pollinisation, on va dire, là, ou contamination, je dirais, descendante et horizontale également. Donc là, je ne sais pas si toi, tu sais comment ils s'y prennent, mais ça serait intéressant de le comprendre un peu plus. Mais aussi, ça, maintenant, c'est comment on fait. Le capacity building, c'était très clair dans le rapport pour le monde financier, le secteur financier. C'est la première chose à faire, effectivement. Si tout d'un coup, les banquiers sont pas du tout, n'ont aucune connaissance sur le sujet, ça ne peut pas fonctionner. Sauf que
l'échelle, l'écart qu'il y a à franchir, il est gigantesque. Donc là, c'est très intéressant de savoir ce qui va être fait ou comment on peut aider même à accélérer ça. Et puis ensuite, dans les entreprises, parce que nous, ce qu'on voit, toi, dans les organisations, c'est d'abord même d'avoir la conscience des impacts de ton activité sur la biodiversité, négative ou positive aussi, ça existe, et puis de voir le potentiel, parce que quel potentiel tu peux avoir en matière de régénération de la biodiversité, de diminution des impacts négatifs, bien sûr, mais aussi de régénération de la biodiversité. Là, on a encore un écart avant d'arriver à une compréhension là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire collectivement pour faire progresser ça? Et puis après, comment les outils, ça m'intéresserait que tu embarques justement sur ces normes-là qui sont à disposition, qui font partie du capacity building, parce que ces normes-là aussi sont une foule d'informations puis de connaissances, en fait, pour pouvoir, pour guider les organisations. Donc, Ouais, je vais peut-être commencer par le premier, tu sais, le premier rôle des entreprises et des groupes, là. C'est quand même un rôle de plaidoyer d'une certaine façon. C'est plate à dire, les entreprises n'aiment pas le mot plaidoyer. Mais c'est quand même ça qui va changer la donne beaucoup. On se mentira pas, ça a ressorti beaucoup des deux rapports. Il faut une structure politique qui va permettre, évidemment, faciliter ça. Parce que aujourd'hui, pourquoi mettre en œuvre le cadre ISO s'il n'y a pas de raison structurelle et réglementaire pour le faire? C'est plus difficile. Souvent, on observe ce besoin-là de normalisation, des trucs comme ça, quand on travaille avec des acteurs, par exemple, à l'international, qui, eux, vont plus le demander, par exemple. Fait que, ou des gens qui veulent être, par exemple, là, qui veulent être reconnus comme leaders dans le développement durable, ben, ces gens-là, par définition, tu sais, ils vont dire, ben, nous, on va l'adopter. Mais la plupart des autres entreprises, si on considère le coût, tu sais, de faire l'analyse et tout, souvent vont attendre. Puis, tu sais, il y aurait des raisons de le faire parce qu'évidemment, on le sait, si on le fait, ça fait qu'on est plus résilient parce qu'on comprend mieux notre chaîne de valeur. Il y a plein d'avantages économiques de le faire. Par contre, le coût et le coût de ressources monétaires et de temps pour le faire au début, des fois, est une barrière assez importante. Fait que plus qu'on va avoir justement de subventions pour dire, ben, on va vous donner un coup de pouce pour mettre en place cette stratégie-là, tu sais, pensons à un fonds comme le fonds Eco-Leader, ou sinon, tu sais, justement, qu'on va avoir de plus en plus de réglementation. Si le gouvernement prenait, par exemple, dire, ben, dans 2 ans, ça va être rendu obligatoire, ben, les entreprises, vous le savez, sont très innovantes, rapidement se diraient, ben oui, je vais trouver une solution, parce que ça s'en vient, donc je dois le faire. Par contre, aujourd'hui, c'est pas le cas, puis tu sais, je vais pas focaliser là-dessus, mais c'est important quand même de considérer qu'il y a un rôle de plaidoyer. Nous, on demande beaucoup, justement, aux entreprises de dire, ben, c'est votre rôle, parce que justement, si vous commencez à le faire, ben, montrez que vous le faites. Puis c'est un des trucs qui est ressorti là, dans les deux rapports, encore une fois, c'est un rôle que nous, on va prendre avec d'autres partenaires, mais de dire, ben, faut mettre de l'avant ces beaux modèles-là qui existent, puis ces entreprises-là qui le font, pour justement aussi donner une impression là, que ça avance beaucoup plus vite que ça va. Fait que, tu sais, un exemple aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a quelques semaines, en fait, par exemple, Cascade a annoncé qu'elle allait adopter les normes TNFD, pas les normes ISO parce que c'est trop récent, mais les normes TNFD, par exemple. Et tu sais, on le voit dans ce cas-là pour Cascade, oui, il y a peut-être un avantage évidemment mondial, mais il y a aussi un rôle de leader. Là. On connaît Cascade qui est souvent les premiers à embarquer dans ces projets. Euh, le deuxième truc, avant de parler vraiment dans le capacity building, c'est un peu cette innovation-là. C'est un des trucs qui est ressorti encore dans les deux rapports. Vous savez, là, vous allez voir les deux rapports, il y a évidemment des trucs là, très similaires. Dans le rapport économie et biodiversité, il y a des trucs peut-être un peu plus champ gauche, parce qu'évidemment, on a aussi l'aspect gouvernance, mais il y a des trucs qui se rejoignent, c'est sûr. C'est l'aspect innovation et innovation économique d'une certaine façon, là, justement de mettre plus d'efforts à comprendre c'est quoi les modèles qui sont en harmonie avec la nature, si j'utilise le terme harmonie, là, qui est le tagline justement de la COP, de la CBD, ben, justement de dire, ben, il va falloir vraiment rapidement se mettre ensemble et dire, ben, c'est quoi justement un financement positif pour la nature, c'est quoi une agriculture durable qui est positive pour la nature. Fait qu'on a encore un peu de lenteur dans ces processus de création-là. Tu sais, comme je disais, si, par exemple, là, la biodiversité était considérée aussi importante comme l'EA et l'est aujourd'hui, ben, on aurait beaucoup plus de financement, tu sais, parce qu'on dirait, OK, ben, faut vraiment trouver des solutions, faut voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que cet aspect-là, innovation, existe très peu en biodiversité. C'est un domaine qui est encore beaucoup couvert par les OBNL, par exemple, comme nous, ou par les organismes de conservation. Mais le côté innovation en entreprise, là, donc dire une entreprise qui est positive pour la nature, c'est encore très jeune, en fait. Là, fait que ça, on doit vraiment redoubler d'efforts. Puis ça veut dire travailler ensemble pour aller au-delà de notre mission des fois, puis justement dire, ben, c'est quoi
qui justement fonctionne, qu'est-ce qu'on est d'accord qui est positif, qu'est-ce qui est imparfait, mais qui est quand même plus positif que ce qui existe, parce que des fois, c'est un peu l'enjeu quand on parle de écologie versus économie. Si on parle à des gens qui sont trop pour l'écologie, puis c'est correct, là, il en faut, puis moi, j'en fais partie, mais ça fait que des fois, bon, on n'est pas willing de trouver les solutions avec les entreprises parce qu'on considère que c'est soit complètement nature ou soit complètement économie, puis on sait que ce discours-là ne peut plus exister. Fait que cette zone d'innovation-là doit exister, puis on doit justement mettre des efforts là-dessus. Puis je pense que les acteurs, comme les acteurs dans la salle aujourd'hui, c'est un rôle à jouer, justement, de dire, ben, comment est-ce qu'on avance, puis on crée justement des modèles qui sont après ça des modèles réplicables. Euh, Puis la dernière partie, il y a plein d'autres trucs évidemment dans le rapport, mais la partie capacity building, je pense que tu sais, je vais parler surtout des normes ISO parce que c'est une norme quand même plus abordable là, que pas abordable en coût, là, abordable en termes de nécessité de ressources humaines, mais c'est une norme qui est plus simple quand même, qui est une bonne entrée en matière, puis qui donne quand même pas mal les outils pour comprendre qu'est-ce qu'on veut faire la première fois qu'on veut justement comprendre là, nos liens avec la biodiversité, qu'ils soient négatifs ou positifs. Pour l'instant, je vais surtout parler de la première norme. Là. J'ai oublié les noms, mais c'est la norme sur la stratégie d'entreprise. Ben, cette norme-là, ce qu'elle dit, en fait, ça ressemble beaucoup au TNFD, pour ceux qui connaissent les travaux du TNFD, mais elle dit, ben, est-ce que pour un produit, un projet, un site ou pour la stratégie globale de l'entreprise, on est capable d'aller faire une analyse un peu de matérialité d'une certaine façon et dire, ben, c'est quoi mes liens directs avec la biodiversité, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils créent des risques ou des opportunités? Évidemment, on est dans l'entreprise, fait qu'on est encore beaucoup sur l'axe le risque, impact et opportunité. C'est logique, c'est le langage des entreprises. Mais cette norme ISO-là permet vraiment ça. Tu sais, je vais revenir sur ce que je viens de dire, qui est super important, c'est l'aspect de dire est-ce qu'on le fait sur un projet seulement ou sur un site seulement? C'est hyper critique, justement, pour les entreprises qu'on accompagne de dire ben, commence à un endroit. Tu sais, justement, de dire, ben, c'est ce produit-là, avec ce produit-là, je vais commencer à faire une analyse, puis je vais dire, OK, ben, avec la norme ISO, je suis capable de dire, OK, ben, ce produit-là a tel impact sur tel écosystème, a tel impact. Donc, en le faisant sur une échelle plus petite, ça permet un peu je veux dire, de se faire les dents, mais justement de dire, ben, je suis capable de comprendre le concept sans le rendre trop large et trop complexe. Puis après ça, il y a différentes raisons pour le faire. Tu sais, on peut se dire, je vais le faire sur un produit, puis après, ce produit-là, je vais le vendre comme un produit qui a moins d'impact. Tu sais, je peux le commercialiser comme tel, ou on peut le faire vraiment juste en mode, OK, ben, si je le fais avec un produit, c'est beaucoup plus facile justement que de le faire à l'échelle de la stratégie. Parce que souvent, on pense à cet enjeu-là, puis on veut le faire au niveau de la stratégie. Je suis le premier à vouloir qu'on le fasse au niveau de la stratégie parce que ça a évidemment plus d'impact, mais c'est beaucoup trop, c'est un gros step à prendre, là, de dire, OK, ben, je vais tout d'un coup comprendre tous mes liens avec la biodiversité de mon entreprise. Puis on sait qu'il y a plusieurs acteurs de services, par exemple. Bon, c'est vraiment dans les chaînes de valeur que les liens se cachent, ce qui fait que ça crée une complexité là, vraiment plus large d'une certaine façon. Tu sais, je prends l'exemple de Radio-Canada qui est dans la salle, là, mais tu sais, justement, c'est pas une foresterie. Tu sais, par exemple, un acteur qui travaille dans la forêt, ben, tu sais, souvent, le lien est assez direct, en fait, puis lui, la santé de sa forêt. Après ça, tu sais, il y a des enjeux, la santé du sol, et ainsi de suite. Mais tu sais, lui, c'est sûr qu'il, tu sais, son lien est très clair, assez direct. Par contre, plus que tu tombes dans l'entreprise de service, plus que tu fais comme, ben, j'en ai pas vraiment. Mais c'est sûr qu'on en a, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus cachés. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre un produit au début et non pas de dire, ben, je vais faire la chaîne de valeur complète là, de l'entreprise puis trouver tous les liens parce que c'est vraiment complexe. Fait que c'est la norme ISO 1 justement qui dit, OK, ben, prenons un produit, regardons c'est quoi mes liens, ces liens-là, est-ce qu'il y a des risques associés ou des opportunités associées? On parle beaucoup des risques, évidemment, parce qu'on veut réduire les impacts, mais on peut aussi, là, au contraire, avoir des impacts positifs. C'est juste que c'est moins un réflexe qu'on a présentement. Puis après ça, ben justement, c'est de dire c'est quoi l'entreprise peut faire justement à ce niveau-là, puis soit créer une stratégie au niveau du produit ou une stratégie plus globale. Par contre, aujourd'hui, il y a encore peu d'entreprises qui ont des stratégies at large sur l'ensemble de l'œuvre d'art. Hydro-Québec, qui n'est pas une entreprise, mais un similaire là, stratégie justement pour la biodiversité. Mais encore là, plusieurs des axes sont un peu plus sur le projet que sur, par exemple, là, la chaîne de valeur au complet, ou ainsi de suite. Fait que norme ISO 1, vraiment intéressante pour justement cet aspect-là de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire.
Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, je vais pointer, tu sais, par exemple, au niveau du FAQDD, mais ça va être quand même commun dans une première année de mise en œuvre d'avoir un client qui veut dire, euh, ben moi, ce que je vais faire, c'est réduire la taille de mon stationnement pour permettre un corridor écologique. Puis évidemment, quand je rêve la nuit d'une entreprise nature positive, c'est pas ça, mais ça permet quand même d'avancer la réflexion vers laisser la place à la biodiversité où elle peut en avoir. C'est beaucoup plus facile de commencer avec ça dans un secteur manufacturier que de dire je vais revoir ma chaîne de valeur parce que j'importe du bois que je ne savais pas, mais finalement vient de l'Amazonie. C'est loin ça, puis c'est complexe pour une PME, par exemple, pour un secteur manufacturier. Puis on tombe un peu dans, comme si on prend un exemple avec le climat, on tombe dans les scopes 2 et 3, là, où c'est très complexe, parce que là, ça demande plus d'analyse. Fait que des fois, en biodiversité, ça va commencer avec c'est quoi sur mon site, l'impact que j'ai, c'est le plus facile à réduire. Puis c'est une bonne façon au moins de commencer, encore une fois, à se faire les dents d'une certaine façon. La deuxième norme qui est super Puis importante, je mais qui est un rajouterais petit peu peut-être plus technique. un truc, David. Je Ben, pensais vas-y, aussi, excuse-moi, c'est Esther, ouais. de savoir. Puis après, je voudrais aussi que les personnes puissent poser des questions. Donc voilà, Mhm. mais tu sais, nous, quand on travaille beaucoup en opportunité, parce que je pensais à Delphine qui est là, de chez Radio-Canada, c'est de voir aussi quelles sont nos compétences, notre métier, puis comment, même si c'est pas quelque chose sur lequel on a un impact négatif et qu'il faut le diminuer, c'est de se dire, est-ce que on peut mettre nos compétences au service de quelque chose, justement, de quelque chose de plus large. Puis peut-être pour moi, le premier truc qui me vient, oui, c'est sûr que si Radio-Canada a des arbres sur son stationnement, c'est cute, mais tu sais, c'est tout ce côté éducatif, de même de plaidoyer quasiment, en fait, enfin, tous les contenus de Radio-Canada, où d'un coup, pour moi, c'est là l'évidence, là, tu sais, d'avoir que ces sujets-là soient traités de façon différente, de façon proactive dans les contenus. Tu sais, je me dis aussi, parfois, c'est quelles compétences as-tu que tu peux mettre au service de ces sujets-là aussi, même si, évidemment, tu ne vas pas transformer toute ta grille de contenu. Mais vas-y, je te laisse continuer. Non, non, mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que nous, on a fait justement un atelier avec un musée, je ne vais pas nommer lequel, mais puis tu sais, dans nos formations, souvent, on fait un début d'analyse de matérialité, justement, avec les services écosystémiques. Puis tu sais, c'était un peu ça, tu sais, avec un musée, on disait, ben, il y a plein de services, tu sais, il y a plein de services culturels liés à la nature, où vous avez un rôle à jouer qui est double, tu sais, d'opportunité, justement, de rapprocher les gens de la nature, mais aussi, tu sais, d'imaginer qu'est-ce que serait l'art sans la nature, parce que ce musée-là, par exemple, avait au moins 20% de sa collection qui était des représentations, par exemple, de certaines espèces ou de nature. Donc, tu te dis, OK, mais en plus, la nature a ce service-là qui est très associé à ce que les gens viennent voir chez toi. Fait que vraiment, tu sais, justement, c'est important quand on fait cette analyse-là. Bon, soit on utilise des services écosystémiques, puis oui, tu sais, il y a les services très carrés, là, je prends du bois, mais il y a tous les autres services, tu sais, qui sont plus régulateurs ou qui sont plus culturels. Je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais justement, où on dit, OK, ben, y a-t-il des services que la nature nous rend, puis on oublie justement là, qu'elle nous rend, parce que c'est pas des services directs comme le bois, par exemple. Fait que c'est important justement quand on fait cette analyse-là de dire, OK, ben, qu'est-ce que la nature me donne totalement, puis comment je l'impacte négativement d'une certaine façon. Là, c'est beaucoup en tourisme, en art, par exemple. Il y a quand même beaucoup de services culturels qui sont importants, puis des fois on oublie justement, là, puis où on ne se sent pas propriétaire. Je vais juste couvrir rapidement la deuxième norme, parce que je veux pas aller dans le détail de la deuxième, elle est plus technique. La deuxième norme, dans le fond, c'est une norme qui s'appelle le net gain. Puis le net gain, grosso modo, ce que ça dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour compenser une perte de milieu. Puis on sait, là, par exemple, au Québec, on a un système là, qui dit si je détruis un milieu humide, je dois le recréer. Ce système-là, par contre, là, n'est pas en norme selon la norme ISO, parce que la norme ISO, là, si on fait un projet avec une norme ISO de compensation, le net gain, ben, elle dit justement que le milieu humide, quand il est détruit, il doit avoir un projet déjà mis en œuvre pour le réparer, par exemple. C'est qu'on peut pas mettre de l'argent dans un fonds pour un jour le recréer. Là, un vrai projet de compensation selon la norme ISO, c'est vraiment de dire je détruis et j'ai déjà mon emplacement et j'ai déjà commencé le projet. Tu peux pas compenser dans le futur là, pour justement ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir beaucoup d'argent dans un fonds, mais personne qui recrée parce que de toute façon, là, c'est pas l'optique. Là. Avec la deuxième norme, c'est vraiment ça. C'est une norme qui dit ben, comment est-ce que je peux faire un projet puis le compenser proprement. Fait que c'est beaucoup une norme qui est associée justement à des gens qui font de l'utilisation du territoire, pensons à des développeurs immobiliers, pensons à de l'infrastructure, des trucs comme ça. Fait que vraiment, ce projet-là, c'est de dire, moi, je serais capable de faire un projet,
avoir de l'impact sur la biodiversité parce qu'on le sait, là, en général, nos entreprises vont avoir des impacts. Là, c'est dur et pour un acteur dans l'infrastructure de ne pas avoir d'impact. Même chose, par exemple, dans les produits miniers ou les trucs comme ça. Après ça, les grands débats de société sur qu'est-ce qui est nécessaire et tout, ben souvent, c'est pas l'entreprise qui, au final, reçoit ce mandat-là. Si je reçois un mandat de bâtir une route, en général, là, moi, je me pose plus la question si la société avait besoin de la route. Fait que moi, quand je suis rendu à l'étape de mettre la route, ben, ce que je dois faire, c'est de dire, OK, ben, comment est-ce que je réduis mes impacts le plus possible? Puis, si j'ai des impacts, ben, comment je les compense? Puis, cette deuxième norme-là, ben, tu sais, imaginons que la première norme, on dirait, c'est quoi les impacts et tout. Puis, la deuxième norme, justement, sur le net gain, on dirait, OK, ben, ce que j'ai détruit, comment est-ce que je m'assure de le compenser? Puis, m'assurer que la compensation est faite, justement, selon les normes. Puis, je peux vraiment prouver qu'au final, ma destruction a été là, totalement compensée par ce projet-là. D'ailleurs, on parle de net gain, là, donc on veut même un gain, on veut pas juste un égal. Là. Fait que très important cette notion-là. Justement, ça, c'est plus au niveau des projets. Fait que les deux normes sont hyper complémentaires là, à ce niveau-là. Puis peut-être juste pour sur les normes ISO et TNFD, ben après, je pense que je vais laisser les questions. Ben, c'est toutes des normes d'ailleurs qui ont été développées dans une optique de contaminer d'autres normes. C'est par exemple la norme TNFD aujourd'hui ne sera plus mise à jour parce qu'elle va faire partie de l'ISSB. Puis c'était toujours été un peu l'optique de dire ben cette norme-là, on la crée, mais on aimerait ça qu'elle soit intégrée dans des structures plus importantes parce qu'on sait que c'est beaucoup plus le fun d'avoir un ISSB qui force la mise en œuvre d'une norme comme le TNFD qu'une norme là, totalement séparée. Même chose au niveau de la norme ISO, ce qui se passe aussi derrière les portes closes de l'ISO, c'est aussi un travail de contamination, c'est-à-dire que le comité ISO ben, travaille aussi avec d'autres normes pour dire ben, comment je fais pour intégrer la biodiversité. Pensons par exemple que la norme ISO, par exemple, si on est capable de l'intégrer dans la norme 14001, ben, aurait vraiment une grosse portée parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent la norme environnement. Fait que, il y a aussi ce travail-là, quand ces normes-là sont développées, de dire ben, comment est-ce qu'on influence d'autres normes, par exemple, pour aller plus loin. Parce que, comme je disais, c'est vraiment la job de bras, mais d'intégrer le plus possible. Fait que moins qu'on a de normes biodiversité, parce qu'elles sont bien intégrées dans d'autres normes, mieux ça sera. Parce que plus qu'il va y avoir d'adoption, ça serait plus facile pour moi de forcer toutes les entreprises qui font des... Ben, parlons municipalité, par exemple, on en parlait tantôt. Ben, si dans les plans climat, j'obligeais de considérer la biodiversité, j'aurais beaucoup plus d'impact que de demander une stratégie biodiversité on the side, par exemple. Fait que cette intégration est très importante. Nous, on en parle peu parce qu'on a un sujet super important après à parler, mais reste que c'est important justement de considérer comment on met les deux normes ensemble. C'est tellement vrai. Bon, alors, et vous, alors, quelle question, enfin, comment vous voyez le sujet, comment ça s'applique à vous, quelles questions vous avez pour David? Là, la place est à vous. Vous êtes très patiente, hein, donc. Donc, FAQDD, vous êtes deux. Donc, là, allez, je vais vous mettre on the spot. Écoutez, nous, on est de différentes équipes, là, puis on est sur différents programmes, mais c'est sûr qu'on se demande constamment comment les programmes peuvent influencer. Tu sais, donc, est-ce qu'on pourrait même évaluer nos programmes de manière à tu sais, regarder un petit peu au préalable c'est quoi les impacts qu'ils auront, puis tout ça, là. Donc, tu sais, on est vraiment, aussi d'évaluer sur les impacts qu'ils ont eus. Fait que là, on est vraiment dans l'évaluation, nous, de nos programmes, puis de voir, ben, est-ce qu'on pourrait même, tu sais, essayer de trouver nos impacts en biodiversité, là, tout ça. Fait que, tu sais, nous, on est dans cette réflexion-là, mais j'ai pas de questions précises là, à comment le faire, parce que pour moi, c'est quand même encore très nouveau de se dire, ben, comment on rend ça matériel, la biodiversité? Tu sais, comment on rend ça concret, là, c'est pas facile. Ben, tu sais, je pense qu'il y a des trucs qui est intéressant, parce qu'on en parle beaucoup au niveau du financement, mais parce que oui, tu sais, évidemment, il y a le programme, par exemple, le Fonds biodiversité, là, qui un jour verra peut-être le jour. Mais tu sais, il y a aussi dans tous les autres programmes, par exemple en circularité, en climat, tu sais, vous avez beaucoup d'autres facettes, justement, où de plus en plus, tu sais, on le voit au niveau financier, des gens qui ont commencé à poser la question, même préalable, de dire
ben, pour conditionnel au financement, par exemple, ben, vous devez prouver que vous avez fait au moins une analyse là, de vos impacts sur la biodiversité. Puis des fois, ça vient avec un accompagnement d'une certaine façon, mais c'est quelque chose, on peut s'imaginer, par exemple, tu sais, là, j'ai un exemple très dramatique qui n'arrivera pas, mais pour justement que le FAQDD donne de l'argent pour le programme, par exemple, en circularité, ben, elle doit premièrement avoir fait justement une analyse de biodiversité et potentiellement la FAQDD a de l'argent pour la biodiversité de toute façon. Donc, fait un accompagnement justement en double en disant, ben, tu sais, nous en premier, puis avant de donner de l'argent pour un autre programme, ben, on va y comprendre si tu n'as pas des impacts sur la biodiversité. Puis après, évidemment, vous comprenez, là, je donne un exemple exagéré, mais ça existe aussi dans le financement ou dans l'assurance, par exemple. C'est commun à ce temps dans l'assurance, on va dire, si vous n'avez pas protégé la biodiversité, surtout s'il y a un risque matériel, là, si vous n'avez pas protégé la biodiversité dans votre champ en agriculture, par exemple, ben nous, on peut pas vous donner de financement ou on peut pas assurer parce que XXX. Fait qu'imaginons, tu sais, ça, c'est peut-être la méthode là, la plus intégrée d'une certaine façon, de mettre la biodiversité dans les autres programmes. Au niveau, tu sais, biodiversité, c'est sûr qu'il va y avoir quand même ben, tu sais, il y a toujours des projets. Est-ce que c'est vraiment positif pour la biodiversité? C'est dur à dire, mais est-ce qu'on veut quand même pas les payer? Pensons justement à l'avertissement d'un stationnement. Ben, tu sais, on pourrait quand même préalablement dire oui, on va dire oui. Par contre, on va s'assurer là, que les experts qui accompagnent sont des experts tu sais, compétents qui vont s'assurer qu'il y a des bénéfices pour la biodiversité. Parce que ça, c'est un enjeu, évidemment, tu sais, c'est pas parce qu'on met un arbre que l'arbre est nécessairement le bon et à la bonne endroit. Puis ça, il y a beaucoup de formations même à faire, même aux agents tu sais, qui travaillent sur ces projets-là. Fait qu'il y a cet aspect-là quand même de dire, ben oui, tu sais, c'est des projets comme qu'on pourrait se dire modèle d'une certaine façon. Tu sais, il y a un guide, je vous l'avez sûrement peut-être déjà vu, là, le Zone industrielle durable du CRE Montréal, qui est un guide qui montre différentes façons de verdir, d'une certaine façon. Ça a été fait plus dans une optique de l'adaptation climatique. Mais reste que, tu sais, si on dit, OK, ben, ces projets-là, par exemple, c'est des projets modèles qu'on dit, les entreprises en général, si vous les appliquez, on va vous donner de l'argent. Après ça, ce qui va rester à faire, un peu dans cette optique-là de normes ISO, là, compensation, ben, de dire, bon, on veut seulement s'assurer, par contre, que vous travaillez avec des biologistes qui vont vraiment dire que c'est positif, là, que vous n'avez pas juste planté des fleurs que vous avez achetées au Canadian Tire qui sont pas du tout là, indigènes. Fait que cet aspect-là est important, fait que, tu sais, donner de l'argent, par exemple, puis après ça, s'assurer qu'ils travaillent avec les bons experts, là, la BQ, l'Association des biologistes a un répertoire là-dessus. Puis l'autre aspect, ben, c'est ça, c'est le financement plus peut-être structurant, qui est comme justement, tu sais, de dire peut-être un structurant en plusieurs phases, de dire, ben, premièrement, c'est l'analyse des risques et des liens avec l'entreprise. Puis ça, selon les résultats de l'analyse, ben, il y a du financement additionnel qui peut s'ajouter. Parce qu'évidemment, c'est une entreprise qui réalise ou qui dit qu'il n'y a pas de lien, là, ben, on dirait, OK, ben, pourquoi je te donnerais de l'argent? C'est sûrement que l'analyse a été mal faite, là, toutes les entreprises ont des liens. Mais quand même, ça, puis c'est peut-être qu'une entreprise qui dit, OK, ben moi, mes impacts sur la biodiversité, c'est ma chaîne de valeur. Ben, ce serait plus logique de toute façon pour les FAQDD de donner dans le programme d'économie circulaire pour réduire, par exemple, les impacts sur la biodiversité au niveau de la chaîne de valeur. Fait que, tu sais, il y a peut-être un fond justement qui est plus, OK, faisons l'analyse en premier, puis après ça, ben, faisons une planification stratégique. Mais c'est dur de, tu sais, de donner sans avoir un peu cette matérialité-là première, parce que sinon, bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il peut faire. Puis c'est facile de tomber justement dans des projets où est-ce que c'est vraiment ça l'impact? Je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'était tantôt, mais c'est la blague de justement, il y a quelqu'un qui a dit est-ce que je peux mettre des arbres dans un stationnement ou au contraire, je vais arrêter d'importer des avocats de la forêt de l'Amazonie? Fait que, tu sais, l'impact est vraiment, vraiment différent, mais la structure est vraiment différente à prendre. Puis ça va demander des normes, tu sais, des analyses différentes. C'est pour ça que peut-être que la norme ISO, d'ailleurs, est un bon premier, tu sais, un bon premier jet pour inspirer les gens, tu sais, comme on peut dire, OK, pour être conditionnel à du financement, ben, utiliser au moins le début de la norme ISO là, qui parle de faire les liens. Puis il y a des gens qui peuvent vous accompagner, là, vous le savez, avec le Fonds EcoLeader, par exemple. Ben, tu sais, au moins, ça te permettrait tu sais, d'avoir une plus grande connaissance. Puis après ça, de donner des subventions plus subséquentes là, selon différentes initiatives et tout. Mais c'est complexe, la biodiversité. Il n'y a pas une réponse unique de dire telle entreprise, c'est ça, parce que selon le type d'entreprise, tu sais, si tu me dis le fonds va donner de l'argent en agro, c'est facile de faire le lien que potentiellement, tu sais, des bandes riveraines et des trucs comme ça. Si quelqu'un de manufacturier au centre-ville de Montréal veut faire un fonds pour la biodiversité, puis son optique, c'est de planter des arbres, ben, je vais questionner sur où est-ce qu'il va les mettre, là, mais c'est vraiment difficile, puisque c'est un des grands enjeux de la biodiversité, puis ça, c'est un des trucs que les entreprises ont le plus de misère à faire, puis même les consultants, c'est que la biodiversité, c'est des cartes et c'est de la géolocation. Alors que souvent, en entreprise, on est habitué de gérer des bases de données carrées. Là. C'est comme même le climat, c'est telle énergie in, out, in, out.
avec une complexité quand même, là. Mais avec la biodiversité, bon, on doit vraiment s'intéresser aux lieux physiques. Puis ça, c'est quand même complexe, évidemment, là, pour une analyse de projet ou des trucs comme ça. Puis un truc que je trouve complexe, c'est que souvent, généralement, les entreprises ne pensent forcément juste sur leur terrain à elles, alors que souvent, il faut sortir un peu de la boîte et se dire avec qui je peux collaborer pour que mon impact de mon projet puisse avoir une ampleur plus grande parce que je vais m'allier à d'autres et peut-être que cette végétation-là, peut-être ce corridor-là, bref, ces actions de biodiversité n'ont pas besoin d'être justement sur mon terrain, mais il y a peut-être moyen de l'optimiser puis de l'amplifier en collaborant. Donc, oui, parfait. Qui d'autre je sais pas, il y a Ali qui a allumé son Je peux micro. enchaîner, je peux enchaîner aussi, exact. Donc, comme Manon m'a dit, nous sommes vraiment sur deux équipes qui sont différentes. Moi, je suis plus dans l'équipe entreprise, Fonds écolidaire, PR, PAS et compagnie. Et donc, je reviens sur la remarque par rapport à la faculté. Je pense que même dans l'analyse de nos projets, on peut mettre, par exemple, un critère biodiversité qui bloque les projets qui ont un impact négatif sur la biodiversité, même s'ils engendrent des impacts positifs sur le climat ou l'environnement en général. Donc, ça c'est en réflexion continue, même en interne. Donc, moi, j'ai deux questions, par contre, par rapport à... La première, c'est par rapport à la maturité de l'environnement de l'accompagnement. Donc, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui au Québec, nous avons suffisamment d'experts, de BNL, de structures qui peuvent accompagner les entreprises dans leur démarche d'inclure la biodiversité? Euh, on sait qu'il y a il y a beaucoup de biologistes, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le côté réglementaire par rapport à la loi sur la qualité de l'environnement, mais si on sort de ce contexte pour aller plus vers la structuration? Est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est aussi mature le marché ici? Et la deuxième question, c'est Non. par... Ouais, vas-y, excuse. Prends Je vais la enchaîner deuxième. avec deux questions, je ferme mon micro. Ouais, c'est bon. Donc la deuxième question, ça concerne... oh là là, je l'ai oublié. Bah, on commence par celle-là, David, il n'y a pas de souci. C'est bon. Excuse-moi d'avoir enlevé ton Pas de flow pour la souci. deuxième. Euh, pour la première, c'est un oui et un non. Dans le sens qu'il n'y a pas assez de demandes sur le marché aujourd'hui. Dans le fond, s'il y avait de la demande pour beaucoup d'entreprises qui veulent faire beaucoup de projets en biodiversité, on n'existerait pas parce qu'il n'y aurait pas de besoin nécessairement. Puis tous les boîtes, le conseil auraient déjà intégré à 100% la biodiversité. Par contre, aujourd'hui, les projets sont très micro et c'est quand même plus rare d'une certaine façon. Fait que pour l'instant, on va continuer d'exister. Euh, Fait que, par contre, est-ce qu'il y a l'expertise en termes de connaissances terrain et de connaissances de la biodiversité du Québec? Absolument. Fait que, tu sais, le manque, ça fait le lien avec ce que je disais tantôt avec le rapport, là, c'est cette collaboration-là. Fait qu'on aurait assez de biologistes définitivement pour justement régler le problème puis aider les entreprises. Par contre, est-ce que ces biologistes-là présentement travaillent avec les consultants, avec des entreprises pour ça? Non. Par contre, il n'y a pas de financement qui existe, il n'y a pas de structure qui existe pour le faire. Fait que pour moi, c'est une question, tu sais, de temps d'une certaine façon, justement, où on va dire, OK, ben maintenant qu'il y a de l'argent, il y a des liens à faire. Par contre, il y a des groupes, tu sais, je vais prendre par exemple un Nature Action Québec ou des groupes similaires, les Creux, par exemple, qui ont quand même de plus en plus cette offre-là qui est disponible, très peu utilisée parce qu'il n'y a pas de demande. Par contre, ces gens-là sont quand même bien placés. Par contre, quand on est en mode analyse plus poussée, tu sais, de chaîne de valeur, de trucs comme ça c'est quand même un peu plus difficile, mais tu sais, souvent, les gens des ACV, par exemple, des analyses de cycle de vie, vont de toute façon inclure quelques critères biodiversité dans leurs analyses, qui sont de toute façon bien suffisantes pour une étape 1, d'une certaine façon. Puis après ça, ben, tu sais, il y a de plus en plus de données et tout qui existent. Fait que ça, c'est pas parfait. Par contre, il y a assez pour que les gens commencent à avancer parce que c'est un sujet tellement complexe que sinon, on n'avancera jamais d'une certaine façon. Puis je pense que, tu sais, comme dans tout, tant qu'il n'y en aura pas qui avancent, les autres n'avanceront pas. Fait que, tu sais, ma réponse, c'est oui et non. Fait que c'est comme de plus en plus, si la demande est là, puis tu sais, je sais que même nous, tu sais, il y a une raison pourquoi on est dans l'académie, puis on travaille aussi avec d'autres organismes là, de ce genre-là, parce qu'il y a une volonté des acteurs d'accompagnement aussi de le faire, puis de le faire de plus en plus, mais c'est vraiment difficile même pour les acteurs d'accompagnement de le faire s'il n'y a pas de demande. Vous le savez, là, c'est un marché d'une certaine façon. Fait qu'on sait toujours l'œuf et la poule, là, donc qui doit arriver en premier. Fait qu'il y a une volonté, par contre, tu sais, moi, je sais que le jour où il y aura justement des demandes et ainsi de suite, on a tous les acteurs nécessaires dans l'écosystème québécois pour le faire, mais il faut juste le structurer. Puis ça, je pense que ça avance quand même assez rapidement. Puis on le voit que quand il y a
quand il y a un besoin et de l'argent, souvent ça se structure assez rapidement de cette façon. Et je voudrais compléter aussi, mais c'est vraiment l'esprit de la chose dans l'académie. C'est-à-dire que souvent, là encore, avec que ce soit les fonds, les programmes de financement ou les organisations, elles partent, elles veulent avoir, elles ont le réflexe, en fait, l'habitude, cette vieille habitude, d'aller chercher quelqu'un qui est capable de faire tout le projet, d'avoir une firme, un expert qui va être capable qui va tout connaître. Alors là, effectivement, sur ces sujets-là, ça n'existe probablement pas. Donc en fait, je crois aussi que c'est une des raisons, un des motivateurs de l'académie, c'est de se dire, bah, écoute, regroupons-nous. Et puis, s'il y en a un parmi nous qui tout d'un coup a un projet, bah, il va pouvoir aller chercher d'autres experts complémentaires. Ils peuvent être à l'extérieur de l'académie aussi, parce que chacun des partenaires de l'académie a son propre réseau. Donc, c'est sûr que si tout d'un coup, nous, on a un projet Helio, puis on va chercher David, bah, ça ne fait qu'augmenter la valeur ajoutée, puis l'expertise collective. Donc, je pense que c'est vraiment ça aussi, l'esprit de la chose, de se dire, regroupons-nous pour qu'on puisse accompagner les clients, enfin les organisations de la meilleure façon possible. Donc tout ça est très, justement, ça répond, c'est une des réponses aussi à ta question, Ali. Exact. Bah oui, c'est ça, c'est déjà mutualiser les différentes connaissances, mais aussi, ça dépend, comme David l'a dit, de la demande. Si la demande est là, on va sûrement trouver Mm. l'offre. Ouais. Donc, ma deuxième Mais tu sais, question, en ah bah fait, oui, je mais vais alors, et rappeler puis j'ai ça. juste juste avant que tu fasses la Vas-y, deuxième vas-y. question, aussi également, c'est que l'avantage justement dans ce qui va se passer dans l'académie, c'est que, mettons, David qui va arriver avec son expertise, il va pouvoir polliniser l'ensemble des partenaires aussi, et chacun notre réseau. C'est-à-dire que là, ensuite, on n'est pas obligé d'avoir forcément, on peut créer la première discussion avec les personnes, les organisations avec lesquelles on travaille. Donc c'est ça aussi le gros avantage de pouvoir ensuite se dire, bah, ça, ces notions-là, elles s'éparpillent et puis chacun monte légèrement en compétence et ensuite chacun est capable d'aller générer des vraies discussions. Puis là, on se regroupe pour pouvoir accompagner, tu vois. Donc ça, c'était le deuxième élément. Vas-y, je te laisse poser ta deuxième question que tu as retrouvée. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, l'académie peut être une forme d'initiateur aussi bien ouais, c'est ça. Super. Donc, ma deuxième question, elle est beaucoup plus peut-être générale, mais par rapport au projet en biodiversité aujourd'hui, en tant que atelier de biodiversité ou en tant que l'Académie de transition, à quelle envergure de projet vous vous attendez pour que vous soyez plus ou moins satisfait des résultats? Ça veut dire que des petits projets de parking, par exemple, est-ce que c'est vraiment intéressant pour la biodiversité selon vous? Ou bien on cherche plus des changements de structure ou des changements de comportement au sein des administrations, au sein des preneurs de décision? Je vais peut-être, peux-tu, presque pour répondre à Esther au niveau plus c'est le mandat et tout, là. Euh, c'est sûr qu'il y a comme une importance de focaliser sur la stratégie, juste parce que l'aspect stationnement, puis c'est une blague, le stationnement, on comprend, mais tu sais, l'aspect verdissement est quand même beaucoup couvert par les fonds climatiques. Pas beaucoup, pas assez couvert, là, mais quand même, tu sais, il y a quand même de l'argent déjà qui est donné pour ces projets de verdissement-là, ce qui n'est pas vrai pour des projets de biodiversité. Tu sais, dans le sens comme il y a peu d'argent là en verdissement qui est justement pour ils vont dire enlève son asphalte, puis après on va mesurer le nombre de grenouilles qui passent. Là. Souvent, c'est tout à fait pas relié. On veut seulement verdir. Là. C'est correct aussi, là. Ça a beaucoup de côtés positifs, mais c'est pas pour la biodiversité. Fait que l'aspect stratégique, justement, où on va plus faire une analyse, de risques et de liens, est plus importante parce qu'elle est plus structurante et plus complexe à mettre dans la tête des gens versus le projet de verdissement où à Montréal, tous les écoquartiers le font, la plupart des organismes vont le faire. Fait que c'est pas qu'il n'y a pas de besoin, là, je dirais pas qu'il n'y a jamais assez d'argent, mais on est quand même déjà plus ces conversations-là, de verdissement, de stationnement et ainsi de suite. Donc, parce que les trucs plus structurants où on demande justement de se poser la question, puis d'aller plus loin dans l'analyse, parlons des normes ISO par exemple, là, ben, tu sais, ça, les gens ne sont pas encore rendus là, parce que c'est complexe, ça demande de réfléchir, c'est beaucoup plus touchy. Fait que ça demande quand même des projets d'envergure, pas nécessairement que ça, c'est important aussi, tu sais, ça veut dire qu'il va y avoir quand même des projets potentiellement où le projet, ça va avoir été juste de faire l'analyse. Tu sais. Puis ça, c'est important, puis il faut comme se donner le temps quand même, parce que tant qu'on n'a pas l'analyse, on n'a pas l'impact. Fait que, tu sais, je pense que c'est toujours un enjeu, parce que les gens n'aiment pas donner de l'argent pour de l'analyse. Là. Mais tu sais, l'analyse pourrait nous dire, ben, il n'y a pas de besoin de le faire, c'est pas critique. Puis ça serait beaucoup plus important de le savoir que de ne pas le savoir. Fait que je te dirais, tu sais, cette partie-là, c'est ce qui manque en fait, parce que moi, une entreprise qui vient me voir demain matin et me dit, est-ce que
j'ai des impacts, tu sais, je peux faire une généralité, évidemment. Là, on sait que dans tel secteur, tu sais, il y a plein de ressources avec le TNFD ou avec le site Encore Nature, où on peut, tu sais, voir par industrie c'est quoi les gros impacts, puis on peut commencer à avoir une certaine généralité. Par contre, aussi qu'on s'attaque concrètement, tu sais, à qu'est-ce qu'on peut faire comme entreprise, c'est là, tu sais, que ça va beaucoup varier. Fait que je dirais, faut que ça soit assez d'envergure pour, après ça, mettre des actions conséquentes, mais l'action conséquente va être très variable selon le type d'organisation et ainsi de suite. Parce que, tu sais, on pourrait décider que l'argent devrait tous aller dans des gens qui sont en agriculture, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a un lien très clair. Tu sais. Fait que ça serait beaucoup moins difficile de savoir qu'il y a un lien. Par contre, si une entreprise manufacturière veut de l'argent pour faire l'analyse, ben, c'est peut-être super pertinent parce que c'est peut-être eux, au final, qui importent le bois, qui a un impact aussi. Puis après, tu sais, j'en ai peu parlé. Est-ce que l'impact, c'est local ou international aussi? C'est une grosse question. Parce que je sais que malheureusement, la plupart de nos stratégies, comme le plan nature ou la stratégie canadienne, regardent l'impact local. Tu sais. Donc, est-ce qu'on donne moins d'argent à quelqu'un qui veut sauver des forêts au Brésil? C'est une grosse question. Pour moi, non, évidemment, là, on comprend. Là, éthiquement, non. Mais après ça, tu sais, l'impact, est-ce qu'il doit être local ou international? C'est un autre enjeu, évidemment, parce qu'on sait que le plan nature s'intéresse beaucoup à la protection de la biodiversité là, québécoise. Fait que, tu sais, j'ai un peu tourné autour du pot, mais tu sais, comme je dirais, l'analyse, c'est le plus important, parce que si on comprend pas, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a de l'impact. Puis après ça, ben, je dirais des projets quand même d'une certaine ampleur qui permettent de faire un changement quand même systémique d'une certaine façon, considérant que le verdissement, lui, en général, est couvert par d'autres fonds. Et puis, je vais Il y a plein compléter. de nuances entre les trucs. Là. Ouais. Et puis je vais compléter, je vais ouvrir une autre fenêtre juste à côté. C'est que, pour complément à ta réponse, au niveau de l'académie, au niveau des acteurs du milieu, finalement, les tout petits projets sont intéressants aussi. Pourquoi? C'est pas le projet qui est intéressant, c'est la démarche de l'organisation. Donc, c'est-à-dire que ça serait dans l'académie, tu vois, et nous, c'est aussi ce qu'on fait chez Lio, mais dans l'académie, on veut aussi avoir des gens qui savent pas du tout par où commencer ou qui se questionnent en disant j'ai pensé à ça, voilà mon projet, voilà ce que j'ai envie de faire. Parce qu'ensuite, c'est à nous, les experts, de pouvoir monter le niveau de la discussion et d'amener ces organisations-là à remettre le projet en perspective dans quelque chose, dans une réflexion un peu plus grande et puis tout d'un coup de parler du potentiel et pas juste des aspects opérationnels. Donc moi, je dirais, puis surtout l'académie, surtout pendant la campagne, là, on est intéressé à avoir justement des gens qui peut-être, c'est la première ébauche de réflexion. Peut-être que justement, il y a des contreparties qui sont de dire, tu as un coup de pouce expert, là, tu as deux experts qui vont venir puis qui vont commencer à réfléchir avec toi pendant 2 heures. Tu peux avoir des premières, tu sais, une espèce de banque d'heures où on se dit, on va animer un atelier dans une organisation pour l'amener à réfléchir à ça. Donc, auquel cas, je trouve que même d'avoir un petit projet peut être un prétexte à prendre de la hauteur et à réfléchir de façon plus globale, sans dire que, on va dire, on va prendre ton petit projet puis on va te faire quelque chose, un accompagnement gigantesque, mais c'est plus que souvent c'est un bon prétexte, un bon point de discussion qui va ensuite élargir le champ de conscience, élargir les horizons en fait des entreprises. Donc, je dirais, il faut vraiment pas se limiter. C'est pas, il faut pas exclure a priori des sujets ou des projets. Voilà. Ouais, puis je pense que tu sais, ce qui peut être intéressant, Alice, si tu me permets, c'est que tu sais, comme un peu avec la non-viso que je disais tantôt, il y a 4 échelles. Tu sais, il y a le site, le produit, le projet. Puis je me trompe entre deux, là, mais puis il y a la stratégie. Puis tu sais, ça, le niveau de financement pourrait changer selon ça aussi. Tu sais, quelqu'un justement qui vient à l'académie qui dit moi j'ai un produit spécifique, je veux faire l'analyse. Ben, tu sais, on sait que ça va être beaucoup plus simple que faire l'analyse de la stratégie. Fait que le montant, le projet va être moins gros, mais ça veut pas dire qu'il sera pas structurant, parce que comme je disais tantôt, ce petit projet-là au final, peut être appliqué à tous les autres produits. Et donc, finalement, c'est la stratégie. Fait que, tu sais, c'est pas la taille du projet, c'est plus où est-ce qu'elle s'attaque à la biodiversité, d'une certaine façon. C'est pour ça, tu sais, que le financement pour le site, ben, c'est variable selon c'est où, justement. Tu sais, parce que là, le site, c'est là qu'on parlerait j'utilise le verdissement en façon de blague, là, mais tu sais, si dans un contexte agricole, on a du financement, puis ça permet de faire un corridor écologique, ben oui, c'est super pertinent. Tu sais, fait que je veux pas dire que toutes les actions sites sont pas des actions pertinentes, mais tu sais, c'est ça, je pense que le financement peut être structuré, par exemple, justement, dire est-ce que c'est ton site, est-ce que c'est ton produit, c'est ta stratégie. Puis aussi, ce qui est intéressant, tu sais, par cette structure-là, c'est que les acteurs changent beaucoup aussi selon ça. Tu sais, comme je disais, les acteurs sites, il y en a beaucoup. Parce que justement, tu sais, souvent, c'est plus une action, tu sais, locale de conservation, de restauration.
Fait que ça, c'est un type. Par contre, quand on parle produit, ben là, c'est là qu'on va vraiment dans la CV ou des trucs comme ça, donc c'est plus large. Je pense qu'il y a aussi ça à regarder. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit séparer la biodiversité par justement ampleur là, de stratégie? Parce que la strat, c'est gros, c'est tout. Mais après ça, un produit ou un site, là, ça peut aller aussi. On n'a plus de temps, et il nous reste C'est une génial. minute pour peut-être prendre. On pourrait en parler très longtemps, donc je pense que vous avez compris comment on peut fonctionner sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y avait juste deux mots, Delphine, on a quelqu'un de communautique, je ne sais pas là qu'est-ce que ça vous inspire. Oui, ben c'est super inspirant. J'ai pas de questions précises parce que nous, justement, on est en train de regarder ça puis on se dit, bon, OK, par où on commence? Tu sais, Mm. on a le volet, oui, contenu, comme vous disiez, c'est un volet important, mais c'est pas nécessairement celui où on a le plus d'influence en termes de la stratégie organisationnelle, si on veut. Tu sais, les journalistes sont les journalistes. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, mon approche, c'est vraiment nos différents sites à travers le Canada, nos déplacements, notre entretien des taux de transmission dans le fin fond de la forêt. Fait que c'est un peu très Mm. le côté opérationnel. Puis on a le côté aussi approvisionnement, donc tout ce qui est les appels d'offres. Nous, on met des critères environnementaux dans nos appels d'offres. Mm. Comment on peut essayer d'intégrer un peu la biodiversité là-dedans sans se limiter trop dans le marché parce qu'on sait que c'est pas tout le monde. Fait que c'est vraiment exploratoire pour l'instant, mais on est dans la nouvelle phase de notre stratégie environnementale. Fait que je trouvais ça important de me renseigner puis d'essayer d'aller creuser un peu pour voir comment on approche ça. Mais c'était super intéressant. Beaucoup de concret aussi, l'approche par projet. Là, j'aime ça. Je trouve que ça donne des bonnes pistes. Donc, merci beaucoup pour ça. Eh ben, merci tout le monde. Il est 16, donc on va pas faire un tour de table si ça vous va, à moins que Stéphanie, tu me dises que c'est absolument indispensable, etc. Mais sinon, on va vous... Non, Non? non, ça va. Ok, on Oui, clôture. oui, Ben, oui. merci David, merci infiniment. C'est un très bon tour d'horizon. Et puis, Mhm. ben, écoutez, de joyeuses fêtes à vous. Et surtout, s'il vous plaît, venez visiter le site de l'Académie et allez-y allègrement. Voilà. Bon, bonne journée tout le monde. J'ai Merci glissé le beaucoup pour lien de la l'occasion. Merci campagne de à sociofinance. tous. Merci Oui, beaucoup. merci. Bye Bye bye. Bye bye. bye. Je sais pas qui était là de Communautique. C'est toujours perturbant de ne pas avoir le nom de la personne. Ouais, Bon, moi, je sais pas. on s'entend que Arrêter Delphine, l'enregistrement.